Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du troisième arc du JDR qui ne suit pas en termes chronologiques les deux précédents, étant donné que on va se retrouver non pas à la suite, donc dans les années 2400 et des poussières comme les deux précédents arcs, mais en exactement 1300-1400. Donc ça va changer énormément de choses quant au JDR en termes de narration, étant donné qu'on va se situer avant un événement qui s'appelle l'oubli, et l'oubli en fait c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est en Andaria, une période pendant laquelle toutes les connaissances anciennes ont été perdues. Donc par toutes les connaissances anciennes, je n'entends pas par exemple la métallurgie, etc., mais plus le les connaissances de certaines créatures, les connaissances de certains arts de la magie, et donc nos personnages vont avoir accès à tout cela, vont avoir accès à beaucoup plus de lore, beaucoup plus d'informations. Autrement dit, cet arc du JDR va être beaucoup plus basé sur du lore, sur l'histoire que je vais raconter. C'est-à-dire que comparé aux autres JDR où j'étais peu punitif lorsque des fois je donnais des informations et qu'elles n'étaient pas spécialement entre guillemets entendues par les joueurs dans le sens qu'ils l'écoutaient mais qu'ils ne l'appliquaient pas forcément, cette fois-ci je vais être un peu plus ferme et donc l'histoire va avoir une plus grande importance. Aussi, point important, la vidéo ici présente risque d'être longue, mais elle s'adresse tout de même à tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des timecodes tout au long de la vidéo qui vont vous permettre de naviguer dedans et de tout simplement voir les parties qui vous intéressent ou voir l'intégralité si l'intégralité vous intéresse. Pourquoi cela s'adresse à tout le monde? Tout simplement parce que cela va donner des bases de lore qui vont être utiles pour la compréhension des épisodes. Ça va donner des idées quant aux règles qui vont être mises en place, et je vais mettre tout un tas de liens utiles également pour tout simplement suivre l'avancée du JDR, ainsi que dernièrement, je vais revenir sur l'intégralité des races qui vont être ouvertes pendant cet arc. Autrement dit, il va y avoir beaucoup de descriptions de races, et il va y avoir des petites images, même si bon, voilà, c'est des dessins mal faits pour le coup. Désolé, j'avais pas beaucoup de temps pour les faire, donc j'ai fait ce que j'ai pu tout simplement. Donc, globalement, c'est tout pour cette introduction. J'espère que la vidéo va vous plaire, et j'espère que le JDR, par extension, va vous plaire. Hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez vos enfants autant que votre peur. Voici venir le temps de la fin des essences. Et avec lui, le début de l'ère de souffrance. En ce qui concerne le monde, je vais faire un retour complet sur les événements qui se sont déroulés depuis la création du monde jusqu'à peu près le début du JDR. Andaria est un monde qui s'est matérialisé à base de l'énergie. Différentes planètes du système se sont matérialisées à partir de l'énergie, ainsi que le Soleil. Le Soleil n'est pas mobile, il est fixe, un petit peu comme dans notre système solaire, mais par contre, si certains astres décrivent une spirale autour de ce monde, autour de ce Soleil, pardon, ce n'est pas le cas de notre planète. Notre planète a démarré à un point défini et fait une trajectoire jusqu'à un autre point défini qui va se terminer dans une nébuleuse. Ça, bien sûr, c'est connu de personne, mais c'est l'info pour comprendre un petit peu la situation de ce monde. Bien sûr, la nébuleuse sera atteinte dans très longtemps, évidemment. À peu près aussi longtemps que depuis que le monde est créé. Et il a mis en vrai, il a mis des centaines et des centaines d'années à se matérialiser à partir de l'énergie. Au cours de cette matérialisation, sont apparus les phénix. Les phénix sont en fait juste des... C'est littéralement de l'énergie, c'est tout. C'est juste de l'énergie sous forme plus ou moins matérielle.
de très grande taille et qui n'ont pas, comme certains phénix dans d'autres univers de fantasy, la particularité de renaître de leur œuf ou quoi. Lorsqu'ils meurent, ils se dispersent en espèces de cendres, et lorsque ces cendres seront rassemblées et qu'elles seront balayées par un flux d'énergie suffisant, elles reviendront à la vie, tout simplement. Le fait est que tous les anciens phénix ont disparu avec la fin de la matérialisation, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on avait énergie et matière qui étaient mêlées, puis au fil des temps, les deux plans se sont disjoints, et ensuite on se retrouve avec un plan matériel dans lequel nos personnages vont se trouver, et un plan énergétique dans lequel il y a de l'énergie, tout simplement. Par contre, nos phénix ont, eux, eu de la descendance. J'allais dire en les personnes, mais ce n'est pas vraiment le cas, en les choses des essences. Les essences sont des créatures d'énergie aussi, mais pas aussi liées à l'énergie que les phénix. C'est-à-dire que lorsque la matérialisation énergétique a pris fin, les phénix ont disparu, mais pas les essences. Les essences sont restées vivantes, quoi. Phénix comme essence sont immortels. Ça veut dire que qu'on essaie de les tuer, ou que le temps essaie de les tuer, ou que l'énergie essaie de les tuer, c'est strictement impossible. On peut les blesser, on peut faire décliner leur santé, mais on ne peut pas les tuer, jamais réellement. Et donc ce qui fait que les phénix, qui se sont réduits en poussière, sont en train de souffrir éternellement jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle vague d'énergie qui traverse le monde. Et ce qui risque de prendre un certain temps. Désolé, je me permets, je suis un peu malade. Donc ces phénix qui ont donné naissance, entre guillemets, à des essences, ont totalement disparu, les essences sont restées et ont elles aussi donné naissance à d'autres créatures, à savoir les esprits. Un esprit, c'est juste une essence avec moins de pouvoir. C'est juste ça qu'il faut se dire. Les essences sont au nombre de 6, les esprits sont au nombre d'une centaine, 120 environ. Il y en a tellement que c'est difficile de tous les décrire, et on ne le fera pas. Mais il y a des esprits d'à peu près tout, il y a même des esprits du renouveau des arbres, il y a un peu de tout concrètement. Donc si jamais vous avez envie de savoir à propos d'un esprit particulier, vous me dites, est-ce qu'il y a un esprit de ça? Et je vous répondrai. Ce sera plus simple que fais la liste de tous les esprits, parce que là, on n'a pas fini. La vidéo va déjà être super longue. Alors si en plus on fait ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais, chose importante à savoir au sujet des esprits, qui sont immortels eux aussi. Tous ne sont pas immortels. Certains ont perdu leur immortalité au fil du temps, ce qui nous amène à une autre catégorie, qui se nomme les Raes. R-A-E-S. Cette race, plus ou moins, n'est autre qu'en fait des esprits qui ont perdu leur immortalité. Au fil du temps, en fait, les esprits sont restés entre eux. J'allais dire se sont reproduits, mais c'est faux, étant donné que les esprits, typiquement, ils se multiplient par fractionnement, et comment dire que, par exemple, les livres ne peuvent pas se reproduire, parce que les esprits, c'est aussi large que ça. Ça peut être une espèce de livre qui s'auto-écrit, et qui va se déplacer, et qui va rester dans un plan énergétique. Il y a un peu de tout, justement. Il y a, comme je disais, il y a tout un tas d'esprits. C'est pas que par la diversité de leur état, par exemple, esprit de la connaissance, esprit... c'est aussi par la diversité de leur forme, de leur type, de leur caractère.
on peut trouver des esprits un peu partout. C'est ça qu'il faut se souvenir. Globalement, ils sont neutres. Autrement, ils se feraient détruire. Les races, donc, résultat, première race que je vais détailler. Donc, il s'agit d'une race au skin totalement libre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez, théoriquement. C'est une race ouverte dans ce JDR, mais par contre, ce que je vais vous demander, étant donné que on reste dans un JDR et qu'il faut respecter certaines limites quand même, parce que sinon ça va être n'importe quoi, c'est que vous aurez quand même une apparence humanoïde. Obligatoirement. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez à partir de ce modèle-là, mais il faut que ce soit humanoïde. Vous ne pourrez pas jouer une chaise, vous ne pourrez pas jouer une table. Désolé. Mais voilà. Ensuite, les races, bon, sont mortels, normal. Ils n'auront pas... théoriquement, ils sont plus forts que les humains, etc. Tout ça, mais pour des soucis d'équilibre, encore une fois, ils ne le seront pas. Ils n'ont pas spécialement de langue à eux, ils ont une espèce de communication télépathique qu'ils ont hérité des essences qui, eh bien, ne sera utilisable que si vous êtes en proximité d'un esprit, d'une essence ou d'un autre AS. Tout simplement. Vous ne pourrez pas l'utiliser avec des humains normaux, à moins d'avoir un item qui vous permette de communiquer entre les deux. Vous pourrez bien sûr parler normalement, là n'est pas le souci. Vous maîtriserez le langage commun et vous avez accès à toutes les alliances. Donc, non, je devrais pas dire ça, mais bon, c'est pas grave. Le truc des alliances viendra après. Je vais continuer ma petite histoire. Donc, d'autres races sont apparues au fil du temps, issues de croisements entre des essences, des esprits et des races. C'est un peu le bazar, mais je vais quand même mettre un arbre, je pense, à côté ou quoi, au fur et à mesure que je parle. Et donc de nombreux événements se sont déroulés entre deux. Je vais revenir rapidement dessus dès que j'aurai mis la frise. Parce que bon, faudrait quand même que je la mette pour vous, parce que sinon ça risque d'être un peu nul. Histoire, toc. Frise chronologique. Voilà. Donc, en l'an, ce qu'on va appeler 0, c'est le début de la matérialisation de l'énergie. En l'an 230, c'est la fin de la matérialisation de l'énergie, donc disparition des phénix. Pourtant, là, vous voyez apparition des phénix en 240. Ce n'est pas les phénix qu'on va appeler anciens, les phénix ancestraux. C'est juste des phénix dans le sens gros oiseaux. Ils restent dans les déserts, ils sont pas hostiles. Ils passent la majorité de leur temps à dormir au soleil parce que c'est leur seule source d'énergie. Et c'est tout, ils font rien depuis des milliers d'années, enfin depuis des centaines d'années. Mais ils vivent, ils n'ont aucune capacité de parole, ils ne sont pas spécialement intelligents, un peu quand même, beaucoup plus qu'un oiseau normal tout de même. Ils n'ont pas cette faculté de résurrection. Voilà. Ensuite, donc, si vous continuez la frise, vous remarquerez en 385 apparition des animas. Que dire de cela? Eh bien, les animas sont une race relativement chaotique qui vit dans une faille entre deux séries de montagnes. La race n'est pas ouverte, celle qui est ouverte, ce sont les demi-animas, tout simplement. Caractéristiques beaucoup plus physiques, beaucoup plus importantes qu'un humain, mais dont l'origine est
relativement inconnue. Et qui sera bien sûr découverte si jamais vous vous faites suffisamment de prospection pour cela. Ensuite, lorsque l'on continue, nous avons en 520 l'apparition des Shlagi. Les Shlagi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des créatures à 4 bras et avec une tête aux cheveux plus ou moins, enfin on peut pas vraiment appeler ça des cheveux, vaporeux. Le nombre de couleurs de couleurs de peau est relativement élevé, étant donné que ce n'est pas spécialement de la peau, c'est un petit peu imaginez une créature de cendre, un peu, c'est ça l'idée. Mais ça reste physique quand même et humain, enfin humanoïde bien sûr. En 530, nous avons l'arrivée des premières métamorphes. Donc les métamorphes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des créatures qui ont la capacité de se métamorphoser en d'autres. Se métamorphoser uniquement en termes d'apparence, pas en termes de capacité physique. Cette race est aussi ouverte, il n'y a aucun problème là-dessus. Je donnerai bien sûr des particularités de l'or. Là, c'est juste une présentation rapide de toutes les races que vous allez pouvoir, auxquelles vous allez avoir accès. Ce n'est pas une présentation détaillée sur laquelle je reviendrai après. Nous avons le genre Shagi, bon bref voilà. L'apparition des cils, donc les cils sont une sorte d'hommes lézards, pour faire simple. Ensuite, les exodars qui sont des créatures de petite taille, relativement agiles, qui vivent la plupart du temps dans les montagnes. En gros, oui, c'est des nains un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, sauf qu'ils sont agiles. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire pour les exodars. C'est un peuple qui toutefois a de grosses... Je sais quand on dit nain, on se dit voilà peu intelligent, etc. Tout ça. Pourtant, il y a vraiment des sages chez les exodars et ils ne passent pas leur temps à boire de l'alcool. Voilà, il faut pas se dire ça. Il faut se dire juste si je veux cette race-là, c'est juste pour le skin. C'est pas pour l'affinité à l'alcool, etc. Tout ça, parce que ce serait faire un contresens sur la race. Peuple du chaos, donc aussi nommé, faudra que je retrouve le nom dans la deuxième partie, donc je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Qui vivent globalement... oui, il faudra que je fasse aussi de la géographie. Qui vivent globalement dans le sud-ouest du continent principal. Qui ont pour particularité d'être cousins avec les Eiwi et les Eiwi anciens, donc qui partagent des particularités physiques avec eux, notamment au niveau des oreilles pointues, mais également à pic pour le peuple du chaos. Les Eiwi anciens qui sont rien d'autre que des elfes, mais en beaucoup plus violents, c'est-à-dire qu'ils ont des tendances naturelles pour la guerre. Là où par contre les Eiwi, eux sont plutôt comment dirais-je, doux, etc. Tout ça. C'est plus l'archétype de l'elfe qu'on a en tête. 729, apparition des Soniens, suivi aussi en 740. Je n'ai pas marqué l'apparition des Draxia. Les Soniens sont des créatures de petite taille qui ne vivent que la nuit. Bien sûr, enfin qui ne vivent que la nuit, qui ne peuvent sortir que la nuit. Donc bien sûr, la race sera ouverte au JDR, mais par contre, si vous la prenez, vous aurez accès à une particularité physique qui vous permettra quand même de sortir le jour. Ce serait beaucoup trop handicapant sinon. Sinon, donc, c'est des créatures de petite taille, relativement très fortes en mécanique, en construction. Et voilà, globalement. Donc les Eiwi, j'ai dit. Les Draxia en 740. Les Draxia ne sont autres que des humanoïdes, enfin hybrides entre des humanoïdes et des dragons. Donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne. De toute façon, vous aurez des précisions après.
Alors ensuite, en 809, nous avons l'apparition des humains. Les humains, donc voilà, humains, archétype standard, là, humain standard. Pas grand chose d'autre à dire. Si on continue, voilà, donc nous arrivons globalement à la période qui nous intéresse. Et donc dans ce cas-là, je vais passer sur l'autre frise. Qui est cette fois-ci la frise vraiment qui va nous servir de référence pendant le JDR. Donc, vous remarquerez sur cette frise deux choses. La fondation du domaine Eranan en 1279 et la fondation de la sphère Altiari en 1281. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, je vais vous l'expliquer. La sphère Altiari et le domaine Eranan sont deux puissances, entre guillemets, qui vont plus ou moins s'affronter pendant des centaines et des centaines d'années. Toutefois, entre les deux, il y a eu bien sûr des périodes de paix, des périodes où les relations diplomatiques entre les deux, plus ou moins États, ont été neutres, ont été même amicales, des fois il y a eu du commerce. Et elles ont été fondées suite à un événement. Et pour cela, je vais devoir revenir sur les origines de la magie. Alors, vous allez me dire, la magie, pourquoi la magie a un rapport avec ça? Eh bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début d'Andaria, vous avez le plan matériel, le plan énergétique. Lorsque vous voulez lancer un sort, il vous faut puiser de l'énergie dans ce plan énergétique, la ramener dans le monde matériel, l'invoquer sous une forme précise pour qu'elle accomplisse vos désirs. Sauf que comme la poche énergétique était trop grande, le pouvoir qui était dedans était beaucoup trop fort et donc tuait ceux qui tentaient de l'utiliser. Parce que surcharge énergétique. Corps pas prévu pour survivre à ça. Donc, un groupe de mages, enfin pseudo-mages, s'est rassemblé en 1260 pour faire ce qui s'appelle la régie énergétique. La régie énergétique, c'est juste avec des cendres de phénix et d'autres accessoires, ils ont réussi à faire des séparations dans cette poche énergétique, faire des sous-parties dans lesquelles on peut puiser. Cela a conduit au fait qu'il y ait par exemple la poche d'énergie de feu, la poche d'énergie de terre, la poche d'énergie d'air, la poche d'énergie d'obscurité, la poche d'énergie de la lune, la poche d'énergie des rêves, la poche d'énergie... Voilà, je vous fais pas la liste de tout, il y en a des dizaines et des dizaines. Et cela a conduit au fait que maintenant un mage peut puiser dedans sans avoir de soucis quant à sa santé. Mais en faisant ça, ça a provoqué un problème au niveau de la couche énergétique et l'énergie brute qui ne veut pas être contenue dans une poche arrête pas de s'insinuer à l'intérieur de failles qui mènent au monde d'Andaria et qui se manifeste sous la forme de ce qui s'appelle, de ce que les gens ont appelé des démons. En réalité, c'est juste des créatures d'énergie qui ont pour but simple et dur la destruction, c'est tout. Et donc, il va y avoir des invasions, entre guillemets, démoniaques, qui vont durer un certain temps, et donc, face à ça, deux mouvements se sont formés. Le domaine Eranan était pour l'utilisation de la magie, et à protéger les gens qui avaient fait cette régie énergétique et lutte contre les démons. La sphère Altiari, elle, considère que les responsables de tout cela, eh bien, ce sont ceux qui ont fait la régie énergétique, donc elle les traque, mais elle protège aussi ses habitants des démons. Donc vous remarquerez qu'il n'y a pas de spécialement bien et mal. C'est l'idée globale de la sphère Altiari et le domaine Eranan. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste, certains pensent que la régie énergétique, on n'aurait pas dû la faire, et d'autres pensent que la régie énergétique, il fallait la faire. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Sinon, les deux, c'est protéger les habitants
Et étant donné qu'il va y avoir un conflit d'intérêts entre les deux, étant donné que le domaine Eradan va tenter d'extrader certaines personnes vers eux, la sphère Altieri ne va pas être d'accord. Par contre, je tiens à préciser, si la sphère Altieri recherche les instigateurs de cela pour les tuer, elle n'a rien contre les mages. Les mages en eux-mêmes, qui n'ont pas participé à cela, n'ont aucun problème à rejoindre la sphère Altieri. Donc voilà, vous remarquerez qu'il y a un certain nombre de batailles et d'événements qui sont mentionnés. Vous pourrez demander bien sûr des informations complémentaires si vous en avez envie. Ça, n'hésitez surtout pas. Donc globalement, ça c'est un retour sur l'histoire globale du monde. Oui, globalement global, voilà. Et eh bien 22 minutes, c'était pas trop long pour ça. Mais maintenant on a d'autres parties, hein, tout simplement. Vous allez, c'est pas fini tout de même. Bon, faut pas abuser non plus. Ce serait trop simple. Maintenant, il va falloir détailler toutes les races ouvertes. Et on va s'amuser. Donc, alors, eh bien, je propose que l'on fasse ça dans l'ordre de l'apparition pour décrire les différentes races qui sont ouvertes pendant ce JDR. Donc, première race ouverte, les demi-anima. Ce qu'ils sont, c'est des humanoïdes en plus grands, en plus physiquement forts, qui peuvent parler, qui parlent la langue commune, tout simplement parce que ils ont été élevés chez des personnes, tout simplement. Oui, donc aussi, je précise, la langue commune, la grande majorité des peuples maîtrisent ce qui s'appelle la langue commune, mais chaque peuple, et même chaque région, a une langue spécifique qui leur sert pas à communiquer, mais qui leur sert à, tout simplement, comment dirais-je, faire par exemple des textes lyriques, faire de la poésie, faire tout ce que vous voulez en fait, écrire les contes. Donc ce qui fait que si jamais vous avez certains livres à lire, vous pouvez tomber sur un ouvrage écrit pas en langue commune, et dans ce cas là vous ne pourrez peut-être pas le lire. Parce que cette langue, tout simplement, cette langue commune n'a que peu de subtilité. Et donc pour la compréhension fine, etc., tout ça, il y a besoin d'une langue plus étendue. Alors, l'histoire générale de nos amis les animas, les demi-animas, eh bien vous ne l'aurez pas, tout simplement parce que c'est un des enjeux à chaque fois du JDR, de savoir d'où ça vient, tout simplement. Donc vous n'aurez pas d'infos sur l'histoire de ce peuple. Donc voilà, peu de description physique, désolé, parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à décrire, c'est juste physiquement des humains en plus costaud, oreilles pointues mais oreilles très courtes. Langue commune et pas de langue spécifique. Pas de système politique, financier ou judiciaire, c'est juste des exilés, c'est tout, qui vivent parmi les humains, parmi les Eiwi, etc. Pas de rite ni de croyance. Pas spécialement de capitale, mais comme ville principale, où ils sont installés, vous avez Ketera, donc qui est la capitale humaine, vous avez Salian, qui est la capitale des Soniens, vous avez
Bref, la plupart des villes en fait du continent, tout simplement. Vous en trouvez quelques-uns, pas énormément, il y en a... Il doit y avoir au total 500 demi-anima répartis sur le continent. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, seconde race, les Shlagi. Les Shlagi sont des créatures, de par leur lignée, très proches des essences. Ces créatures, tout simplement, sont entre guillemets vaporeuses, etc. Tout cela, mais ont quand même une forme physique. Ces créatures ont 4 bras et ont, comme je l'avais dit, des pseudo-cheveux vaporeux. Ils n'ont pas spécialement d'oreilles, etc. Tout cela. Leur forme physique est toutefois solide, malgré leur apparence. Et en termes d'histoire générale, il n'y a pas grand chose à signaler, étant donné qu'ils sont restés globalement écartés de la plupart des peuples. On en trouve à différents endroits, mais notamment le plus souvent au sud du continent, et également à l'est, sur le deuxième continent à l'est. D'ailleurs, ce que je pense que je vais faire, c'est que pendant mes descriptions, je vais vous mettre la carte tout simplement sur le côté, parce que ce sera plus simple. Et ça permettra de zapper toute la partie explication de la map, etc. Tout ça. Bien sûr, si jamais vous en avez besoin, je crois que j'ai fait un épisode là-dessus, et en plus de ça, vous pourrez demander des précisions. Du coup, ensuite... coutumes, etc., rites, croyances. Alors, ce n'est pas vraiment une croyance, mais ils ont un esprit, entre guillemets, supérieur, qui s'appelle le multiface. Celui-ci, en fait, a 6 bras, non pas 4, et il a tout simplement 6 visages, un tenu par chaque bras, et donc, en fait, il change de visage au fil du temps. C'est juste une sorte de pseudo-divinité. On pense qu'elle se fait passer pour telle, mais elle ne l'est absolument pas, c'est juste un esprit. Et elle interagit très peu avec eux. Ensuite, en peuple suivant, nous avons les métamorphes. Alors, les métamorphes sont des créatures dont on sait peu de choses quant à leur origine. Oui, c'est le problème des premières créatures à être arrivées, on sait peu de choses à leur origine à chaque fois. Et donc c'est des objectifs, c'est des objectifs secondaires de JDR, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Capacité de se transformer en n'importe quelle créature qu'ils ont préalablement touchée. Par contre, pas accès à la magie. Mais sinon, créatures extrêmement intelligentes, peuvent justement faire du mimétisme avec n'importe quelle créature vivante, donc extrêmement fort, mais ne peuvent pas créer leur propre apparence. Nécessité de toucher la créature une fois avant d'avoir la capacité à vie de se transformer en cette créature. Quand je dis toucher, c'est pas simplement toucher, pouf, voilà, ça y est, je t'ai touché, je veux me transformer en toi. C'est voler de l'énergie vitale. Faut pas se mentir, genre, si vous vous dites, tiens, je veux me transformer en dromadaire, par exemple, je ne sais pas, enfin, il n'y a pas de dromadaire dans ce monde, mais enfin bon, bref, c'est un exemple. Ça tuera le dromadaire, voilà, bon, désolé de le dire, hein, voilà. Un humain, ça ne le tue pas, mais par contre, ça l'affaiblit beaucoup. Alors ça le fait presque tomber dans le coma, quoi. Donc voilà. Et vous aussi, ça vous affaiblit évidemment d'assimiler cet organisme. Du coup, voilà globalement pour les métamorphes. On raconte qu'elles n'ont pas... Enfin qu'elles... je dis elles parce que métamorphe c'est au féminin, mais bon, il y a des métamorphes de sexe masculin autant que de sexe féminin. On dit que les métamorphes n'ont pas de forme définie de base, c'est faux, elles en ont une. Vous n'avez pas envie de la connaître,
C'est globalement humanoïde, c'est pustuleux, c'est purulent, c'est magnifique, c'est dégueulasse. Voilà. Les cils. Que sont-ils? Eux, ils sont des plus ou moins hommes lézards. Je dis plus ou moins dans le sens que c'est pas des argoniens dans Skyrim par exemple. C'est vraiment des plaques écailleuses qu'ils ont et pas plein de petites écailles. Que dire d'autre? Ils ont une histoire particulièrement entre guillemets triste, mais pas encore actuellement. Là, ils sont dans leur âge d'or, donc ils vivent la plupart du temps en nomade, en petites tribus, un peu répartis un petit peu partout sur les différents continents. Chaque campement ainsi a ses propres rites et ses propres croyances qu'ils transmettent dans cette ancêtre. Ils parlent une langue étrange que beaucoup de gens se sont penchés à décrypter mais qu'ils n'ont pas vraiment réussi à décrypter. Par contre, ils parlent aussi très bien la langue commune, mais ils ont un fort accent lorsqu'ils la parlent. Nous allons ensuite passer aux Exodars. Les Exodars, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, sont des créatures de petite taille, c'est-à-dire en moyenne 1,10 m, enfin en termes d'unité chez nous, et sont agiles pour la plupart, pas tous. Certains ont choisi de développer leur force physique plutôt. Vivent dans les montagnes tout simplement, pas à cause de la volonté de proximité des montagnes, etc. Tout cela, mais parce qu'ils sont extrêmement résistants au froid et donc qu'ils souffrent un peu de la chaleur, donc du coup c'est l'environnement qui leur convenait le mieux. Ils ont construit de magnifiques cités dans les montagnes, dont notamment leur capitale, Tarak, qui est tout simplement leur capitale, mais aussi la seconde ville la plus peuplée par des humains à l'heure actuelle. Donc, ensuite, après les Exodars, nous avons le peuple du chaos, aussi nommé le trou. Je vais vous le retrouver, vous inquiétez pas. En fait, le peuple du chaos, ce qu'il faut savoir déjà pourquoi est-ce qu'il a été nommé comme ça, c'est juste parce que les humains ont cru que c'était littéralement le mal. Donc ils ont décidé qu'on l'appellerait le peuple du chaos, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, ils étaient neutres et ils se sont fait attaquer de façon totalement lâche et sale. Donc du coup, déception. Donc, ce sont les Drain. Drain, donc j'écrirai le nom à côté, voilà. Du coup, ces Drain, que peut-on dire dessus? Pas mal de choses. Déjà, je vais mettre une image pour un petit peu vous rendiez compte des traits au niveau de la tête, même si l'image va être le dessin va être extrêmement moche parce que genre je l'ai fait en même pas une minute. Mais donc ils ont une langue à eux, complexe également, extrêmement complexe, extrêmement raffinée. Leur histoire, tout simplement, ils se sont installés au nord des marécages, mais ils se sont retrouvés petit à petit à construire des villes plus au sud, à l'intérieur même des marécages, parce qu'ils se faisaient attaquer par les humains. Leur capitale est Azankar et se trouve à la limite entre les terres des humains et les marécages. En termes de rites et de croyances, beaucoup de gens ont un certain nombre de petits rites envers des esprits mineurs, mais il n'y a pas vraiment de croyances généralisées. Donc, après ces magnifiques Drain,
nous avons en termes d'apparition les Aiwi anciens. Donc les Aiwi anciens, comme j'avais dit, c'est globalement imaginer les traits des elfes, mais en plus durci, c'est-à-dire ils ont des traits plus durs, plus marqués, plus anguleux, ils sont relativement violents en termes d'esprit, etc. Tout cela, même s'ils sont civilisés, hein, là n'est pas le souci, mais ils sont beaucoup plus violents que leurs cousins Aiwi. Et donc, ce peuple vit globalement dans l'est du continent. Nous arrivons ensuite. Je suis désolé, hein, je donne pas énormément d'informations, mais en fait c'est parce que je veux faire une présentation de tous les peuples rapide pour que vous puissiez ensuite vous dire ce peuple-là m'intéresse ou celui-là, et vous pourrez me redemander des informations. Je vous en donnerai, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ne font pas partie du JDR, bah, ça permet d'avoir un aperçu rapide sans être trop dur en fait à suivre, tout simplement. Donc en termes d'apparition, donc j'ai les Soniens. Les Soniens, ils vivent à Salian. Salian, c'est dans l'est. Et ils ont leur langue spécifique, encore une fois. Ils sont de petite taille, un peu comme les Exodars, sauf qu'ils sont encore plus frêles et... comment dirais-je ? Oui, ils vivent dans l'obscurité parce que tout simplement leur peau ne supporte pas cela. Donc comme je l'ai dit, si jamais vous choisissez cette race-là, vous aurez accès à une particularité physique qui vous permettra de supporter cette caractéristique très handicapante pour un JDR. Voilà. Ensuite, après les Soniens, donc les Draxia. Les Draxia, eux, sont physiquement des hybrides entre dragons et humains, même si bon, il n'y a pas de dragon dans ce monde. Il y en a très peu, mais ils sont neutres globalement. Mais certains sont parmi les humains, etc. Mais ils masquent leur apparence physique derrière des capuchons, des masques, etc. Tout cela. Vous ne serez pas obligé de vous masquer, mais bon, concrètement, une fois que j'aurai expliqué pourquoi est-ce qu'il vaut mieux se masquer, vous vous masquerez avec ce type de perso. Ensuite, nous avons les Aiwi, donc comme j'avais dit, ce sont globalement l'équivalent des elfes dans d'autres mondes de fantasy. Il n'y a pas spécialement grand chose de plus à ajouter à leur sujet, si ce n'est qu'ils vivent dans la forêt d'Eona. Non, ils vivent dans la forêt où ils ont leur capitale qui s'appelle Eona. Ils sont donc situés au nord-ouest du continent, tout comme la dernière race que je vais présenter, à savoir les humains, qui eux aussi vivent dans le nord-ouest, ont pour capitale Ketera et qui sont tout simplement des humains, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà globalement pour les peuples. Maintenant je vais me consacrer à la situation entre guillemets géopolitique du monde, étant donné que vous l'aurez peut-être remarqué, mais enfin vous l'aurez remarqué si vous suivez la page web où je mets les infos. D'ailleurs je vais remettre un lien pour ceux qui ne l'auraient pas dans la description. Vous l'aurez dans ce cas-là sans doute remarqué, il y a plusieurs factions au choix à intégrer. Donc, ce
qu'il faut savoir, règle d'or, vous pouvez intégrer n'importe quelle faction avec n'importe quelle race. Vous n'êtes pas limité à ce point-là. C'est normal, tout simplement parce que chacune des instances en présence, sachant qu'il y en a 3, la sphère Altiari, donc qui est contre la séparation énergétique, le domaine Eradan qui est pour la séparation énergétique, et la guilde aventurière qui est neutre par rapport à ça. Je sais plus ce que je disais, j'ai oublié ma phrase, c'est la fatigue, il est un peu tard. Du coup... Donc... oui, vous pouvez accéder à n'importe quelle faction, tout simplement parce que bah, c'est la guerre et que tout le monde accepte tout le monde en fait. Et vous pouvez être mage et entrer dans la sphère Altiari, ça je l'avais dit, parce que bah, tout simplement la sphère Altiari, même si elle est contre le fractionnement, elle n'est pas contre les mages en soi. Par ailleurs, petite chose intéressante au sujet des deux, de la sphère et du domaine Eradan. Donc le domaine Eradan a été fondé en 1279. Il a été fondé par des Eyui anciens d'une lignée nommée la lignée, je vais vous dire ça dans un instant, récent. Je suis pas sûr de l'avoir noté. J'ai peur. C'est par la lignée d'Arthénor. Donc cette lignée est une lignée des Eyui anciens voulant tout simplement annihiler les autres peuples, mais ne pouvant pas le faire, donc cherchant une bonne raison pour le faire. Voilà, c'est une lignée des Eyui anciens particulièrement frappée, qui voulait tout simplement des guerres à tout va. Et justement, il a fallu que quelques années pour que cette guerre soit déclenchée avec la fondation de la sphère Altiari, qui a été fondée par, selon la tradition populaire, encore une fois, on n'a pas exactement les informations quant à cela, même si c'est relativement récent en termes de date. Il y a eu tellement de légendes là-dessus que, bien tout simplement, c'est assez perdu. Donc elle aurait été fondée par Frel, dont une longue balade retrace l'histoire, mais que je ne citerai pas ici, que je citerai globalement plus tard. Donc cette organisation voulait tout simplement traquer les instigateurs du fractionnement. Elle agissait en secret et en 1281, elle est devenue une instance dirigeante. Tout simplement parce que, vous l'aurez remarqué en termes de date, il y a eu les invasions démoniaques. Celles-ci ont frappé tous les territoires et donc, d'après la légende, Frel se serait présenté en sauveur en disant « J'ai la solution, il faut tuer les instigateurs » et du coup, il a réussi à atteindre le pouvoir et donc monter la sphère, qui est une alliance entre, globalement, je dis encore une fois, dans le sens que c'est une alliance en termes de zone, c'est pas une alliance en termes de peuple. Donc entre la zone partagée par les Eyui, les Exodars, les humains, et si je me souviens bien, les derniers, ce sont... Ce sont, je ne sais plus qui...
Je vais essayer de dire ça. C'est tout, en fait. Et le domaine Eranan, lui, regroupe tous les peuples de l'Est, ainsi que les Draenei. La guilde aventurière, quant à elle, dont je parle depuis tout à l'heure, n'a pas d'affiliation politique, mais elle est basée à Ketera, et donc la sphère Altari fait pression sur elle pour tenter de l'impliquer dans la guerre, qui fait rage entre les deux domaines, enfin entre le domaine et la sphère. C'est globalement tout pour tout simplement ces trois factions. De manière rapide, hein, bien sûr, parce que je n'ai pas tout détaillé, et si jamais vous avez besoin d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à le demander. En fait, le truc, c'est juste que cette vidéo, j'essaie de la faire quand même courte, parce que je vois le temps passer au fur et à mesure que j'enregistre, et rien qu'en termes de montage, ça va prendre énormément de temps. Mais au-delà de ça, genre pour vous, c'est juste imbuvable si jamais je vous fais quelque chose de trop long. Donc vaut mieux que je fasse quelque chose de plus court, de plus concis, et que vous me redemandiez des informations après, plutôt que l'inverse. Et donc du coup, ce que je veux vous demander, c'est les informations. Vous me les demandez dans les commentaires, et je réponds dans les commentaires. Je ne répondrai pas ailleurs. C'est-à-dire, si vous m'envoyez quelque chose sur Skype, sur n'importe quoi, je ne répondrai pas, ou alors faudra que vous le mettiez aussi en commentaire sur le truc. Tout simplement parce qu'il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Bon, bien sûr, si vous avez un truc perso à demander, genre par exemple, sur votre personnage, etc., si vous voulez demander une toute petite particularité, allez-y, demandez-le moi. Mais par contre, si jamais c'est pour demander une particularité de l'or, demandez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Ensuite, je vais passer à une rapide présentation du système de règles qui va être utilisé dans ce JDR. Tout simplement parce que, eh bien, c'est toujours important de savoir avec quel système on va jouer. Donc déjà, on va jouer avec des D20. On va jouer avec un système totalement nouveau, dans le sens que on va j'ai perdu les règles là, voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Bon, bref, il va y avoir de nouvelles mécaniques, etc., etc. Donc on joue avec des D20 maintenant. Les D20, donc je vais directement détailler les résultats des jets. Un score de 1 ou 2, ce sera obligatoirement une réussite critique. Un score de 3 ou 4, c'est obligatoirement une réussite forte. Un score supérieur à 4 et inférieur ou égal à votre stat dans un jet demandé. Donc je détaillerai ce que c'est que les stats dans les jets demandés, bien sûr. C'est une réussite simple. Un score strictement supérieur à votre stat et strictement inférieur à 19, c'est un échec simple. Un score de 19 ou de 20, c'est un échec critique. On note également une réussite faible comme étant une réussite à 2 points de la stat. Par exemple, si vous avez une stat à 11, vous ferez une réussite faible si vous faites 11 ou 10. Pour les stats, je vais mettre le tableau sur le côté. Donc, vous avez un petit tableau comme ça, voilà, avec 20 points différents. Ces points sont regroupés par pôle. Pôle agilité, intelligence, sociale, physique. On attribue donc une certaine valeur à chacun de ces pôles, et ensuite on attribue des modificateurs à chaque compétence. Ce que je ferai quand je demanderai des tests, parce que c'est ça aussi un JDR, c'est certes écouter, mais c'est aussi faire des tests, parce qu'il y a une partie d'aléatoire, eh bien je demanderai un test dans une stat spécifique. Je ne demanderai jamais faites-moi un test d'agilité. Je dirai toujours faites-moi un test d'observation, faites-moi un test de magie, faites-moi un test de survie. Et ces modificateurs vont influer par rapport à la stat qui est marquée à gauche, la stat du pôle. Bien sûr, dans les règles, il est marqué comment faire pour créer sa fiche
et de toute façon je mettrai le lien dans la description, étant donné que c'est la même page que tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, vous allez vous dire, c'est sympathique, mais bon, il va arriver un moment où j'aimerais bien augmenter mes stats à un moment. Donc, est-ce qu'il y a des montées de niveau? Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça faisait tout simplement beaucoup trop caricature d'un jeu vidéo tout simplement, où vous êtes là et puis d'un seul coup vous gagnez un niveau, du coup vous gagnez des points de compétence et vous gagnez des nouveaux sorts et tout. Non, là ce sera pas comme ça en fait. Là ce que vous aurez c'est à chaque fois que vous ferez des réussites critiques ou des réussites fortes, je tiens à préciser, c'est soit l'un soit l'autre, les deux sont possibles, donc autrement dit vous avez quand même une chance sur 5. Vous mettrez un petit marqueur sur votre compétence. Par exemple, vous faites une réussite critique ou une réussite forte en observation. Vous mettez un petit marqueur à côté. Lorsque vous aurez deux petits marqueurs, vous gagnerez un point définitif à cette stat. Et donc voilà, étant donné que c'est des D20, gagner un point à une stat, c'est pas négligeable. Sachant que, bien évidemment, aucune stat ne peut dépasser 17. C'est impossible. Ce sera impossible, tout simplement, c'est fait exprès. Vous aurez remarqué, si vous regardez le tableau attentivement aussi, qu'il y a une zone, enfin une compétence nommée stress. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que le stress? Eh bien, chaque personnage aura une jauge de stress qui sera symbolisée in-game par une barre orange qui va de 0 à 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 cases. Vous commencerez l'aventure soit à 0, soit à 1. C'est moi qui déciderai, tout simplement. C'est en fait suivant, si vous êtes dans une auberge, vous commencerez à 0. Si vous êtes en dehors, vous commencerez à 1. Enfin, si vous êtes dans un endroit protégé, vous serez à 0, voilà. Régulièrement, je vous demanderai de faire des jets de stress. Ces jets de stress, en fait, si vous les ratez, vont augmenter votre jauge de stress. Si vous les ratez énormément, si vous faites des échecs critiques, vous allez augmenter les jauges de stress de tout le monde parce que tout simplement, vous allez vous mettre à paniquer, vous allez commencer à dire des choses très très sombres à vos alliés qui vont aussi se mettre à paniquer. Et lorsque celle-ci arrive au maximum, donc à 4, eh bien, vous déclencherez un effet tiré aléatoirement. Et tant que la jauge va rester au maximum, vous aurez un debuff à vos jets. Donc il est important de garder un œil sur votre état mental, mais sur celui aussi de vos alliés. Et ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est empêcher cet effet du stress, donc le debuff et l'effet aléatoire, en buvant de l'alcool. Un alcool fort, hein, bien sûr, c'est des alcools très très forts, histoire que vous soyez totalement éméché et que vous oubliez la notion même de peur. Mais par contre, ça donne un énorme debuff. Donc ce sera un choix en fait. Vous pouvez avoir de l'alcool sur vous, vous pouvez choisir de succomber au stress plutôt que d'avoir un énorme debuff. Pour faire baisser le stress, tout simplement, un repas, une zone tranquille, une auberge, une nuit, fait baisser votre jauge de stress. De toute façon, si jamais il s'avère que ce n'est pas équilibré, il y aura des équilibrages en cours de route, ne vous en faites pas. Aussi, donc, il n'y aura plus de système de jauge de points de vie, tout simplement parce que les points de vie, moi je trouve ça trop aussi jeu vidéo like, dans le sens que vous êtes là, oh là là, j'ai toujours un PV, je peux continuer à marcher, je vais faire des actions et tout. Là, ça va être beaucoup plus comment dirais-je, difficile, dans le sens que vous aurez une jauge qui va de 0 à 4, tout le monde, hein, tout le monde, absolument tout le monde.
Et vous aurez différents états quant à cette jauge. Donc mort c'est 0, blessure mortelle c'est 1, blessure grave c'est 2, blessure c'est 3, et blessure et indemne c'est 4. Donc c'est dégressif, voilà. Et en fait lorsque vous vous faites blesser, vous aurez une blessure qui viendra s'ajouter aux blessures précédentes, et lorsque vous serez trop blessé, vous mourrez tout simplement. Mais en fait le truc c'est que le système empêche de se faire tuer en un coup, mais peut être extrêmement violent, donc en fait il faut faire extrêmement attention, stratégiquement parlant en fait. Donc aussi évitez de vous lancer dans des 1v1 ou dans des ou lorsque les ennemis sont plus nombreux que vous, parce que tout simplement vous perdrez avec ce système de règles. Par contre, si vous êtes plus intelligent, vous gagnerez. C'est juste ça, c'est tout. C'est en fait, je veux que pendant les combats, les joueurs réfléchissent un peu plus. Que tout simplement, je vais mettre une attaque, etc. Tout ça, faut réfléchir à son positionnement, faut réfléchir au positionnement des alliés, etc. etc. Donc bien sûr, hein, pour ce qui est positionnement, etc. Tout ça, je vais rester sur des maps standards, voilà, en mode plateau, comme on a fait avant. Par contre, pendant les phases où il y aura de la description seule, vous aurez plus des images en fond que des plateaux, tout simplement parce que j'ai fait ça dans la fin de l'arc 2 et j'ai trouvé que c'était totalement adapté en termes de description, que de faire ça, de mettre des fonds tout simplement et d'écrire par-dessus, tout simplement pour avoir un support visuel, mais que vous soyez pas en train de regarder le plateau tout le temps quand il n'y a pas besoin, quoi. Donc voilà globalement pour un petit aperçu des règles. Pareil encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Que vous faisiez partie du JDR ou non, hein, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, la vidéo s'est adressée aux deux. Je ne vais pas la faire spécialement plus longue cette vidéo, tout simplement parce que déjà 1 heure c'est suffisant. Donc j'espère que le JDR va vous plaire et je vous souhaite bien tout simplement des bonnes sessions de JDR. Sachant que par contre ce que je vais faire cette fois-ci, je vais essayer, hein, je ne le promets pas mais je vais vraiment essayer, c'est de publier les épisodes la semaine qui suivra leur tournée. C'est-à-dire les épisodes vont être enregistrés, ensuite directement ils sont publiés sur la chaîne. Bon, ce sera globalement tout pour moi. Oui, aussi, je précise, les épisodes de l'arc 2, il y en a encore beaucoup à publier. Je vais les monter pendant les grandes vacances où je ne pourrai pas les publier étant donné que je n'aurai pas de connexion internet suffisante. Mais par contre, ils seront mis en ligne courant septembre. Donc, vous n'aurez pas à vous en faire. Eh bien, c'était votre MJ et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine!